bonsoir. Et puis d'abord, merci. Oui, merci. Merci de nous avoir envoyé de si chaleureuses et si nombreuses lettres, en général pour nous proposer des sujets pour notre future émission. Et bien entendu, nous en tiendrons compte. Car ce qui compte pour nous à Mémoire de France, dont c'est, vous le savez, ce soir le deuxième épisode, la deuxième étape de ce Tour de France historique, FR3 Nord-Picardie, c'est que ce soit une émission collective. Ça l'est déjà techniquement, puisque ce soir nous sommes dans les studios de Lille, bientôt nous serons dans les studios de Lyon, et les deux films que vous allez voir sont des films tournés avec les équipes techniques de Lille. Mais c'est une émission collective aussi parce que ce sont des historiens, des élus locaux, des témoins de la région qui réalisent les scénarios que vous allez voir. Il fallait que ce soit dit, car je crois que ce n'est pas si fréquent encore à la télévision. Et un exemple de ce que je voulais dire, c'est notre invité de ce soir. Bonsoir, André Pierrard. Bonsoir. André Pierrard, vous êtes un homme politique. Vous n'avez pas cessé de l'être, bien que vous ne soyez plus député. Vous avez été, je crois, député de Dunkerque. De Dunkerque pendant 12 ans, oui, mais oui, de meurtre très politisé. Oui, 46 à 1958. Oui, 46-58. Vous êtes un homme de l'Avesnois, et justement, le film que nous allons voir tout à l'heure se déroule dans la région d'Avesnes, puisqu'il concerne le massacre, la fusillade de Fourmi. Vous êtes aussi un écrivain, et je crois que vous avez eu le Grand Prix du roman populiste. Pas le Grand Prix, le prix du roman populiste en 71. Pour quel Pour La Fugue flamande. Bien. Et je crois que, d'une certaine façon, c'est ainsi que nous voudrions désormais accueillir nos invités. Des hommes publics, dans tous les sens du terme, aussi bien des responsables syndicaux, politiques, que des artistes. Mais bien entendu, nous n'allons pas parler de petites fleurs, nous n'allons pas parler de romance. Et votre roman, je crois, n'était pas un roman à l'eau de rose. Ce soir, nous sommes dans le Nord qui est un pays dont les traditions ouvrières sont bien connues et parfois cruelles. Et ce Nord s'est illustré en 1891 par un 1er mai particulièrement sanglant, le 1er mai de Fourmi. Et je crois que le mieux, c'est de donner maintenant la parole aux images, la parole au son. À tout à l'heure. Mai 1891. 20 ans après la Commune de Paris, le monde ouvrier est en deuil. À Fourmi, important centre lainier aux confins du Nord et des Ardennes, la manifestation du 1er mai a tourné au drame. L'armée a tiré sur les grévistes. Le fusil Lebel a fait merveille. Il y a 9 morts. Émile Ségaud, 30 ans. Charles Leroy, 21 ans. Louise Hublet, 20 ans. Kléber Gilotto, 19 ans. Maria Blondeau, 18 ans. Marie Dio, 17 ans. Félicie Tonnelier, 17 ans. Gustave Pestiot, 16 ans. Émile Cornaille, 10 ans. Les premiers incidents avaient éclaté le matin devant cette usine, là, sans pareil. Oui, vous voyez, alors là, sans pareil, là, ici, un ancien tissage de fourmis, où dans le temps, les ouvriers faisaient 10 à 12 heures par jour. Et le matin, avant d'aller aux machines, ils étaient obligés d'aller à la chapelle. Il y avait une chapelle intérieurement, où ils étaient obligés de se présenter avant d'attaquer le travail, quoi. Et les journées étaient longues et pénibles. Même le dimanche matin, ils étaient obligés de venir travailler, nettoyer leur machine. Je crois même que ça se faisait bénévolement. Alors au-dessus, vous voyez la maison du patron de chez Marche Levasseur. Là en bas, il y avait derrière le 12 apôtres qui écroulait. Nous passons devant les anciens quartiers du chimique, les coraux qui ont été démolis. Arrivons en face de la grande cheminée, là. L'usine qui faisait de la teinturerie dans le temps, et c'est là, je crois, que le nom, l'usine du chimique est resté, je crois. Ancienne usine Bourret, qui travaillait encore la laine, une usine qui occupait avant aussi 400-500 ouvriers. Ici, nous abordons la rue Marius-Meyer, qui va nous conduire aux anciens établissements du Toit et Quenier. L'établissement du Toit qui est fermé complètement maintenant. Ici, nous approchons de l'ancien peignage anglais, qui après est devenu un magasin des CFRF, et il reste toujours un magasin, mais un magasin qui doit être vide, je crois, pour l'instant. Et la grande cheminée. Il n'y a plus de fumée qui sort. En 1891, un homme à poigne veille sur la République bourgeoise. Le ministre de l'Intérieur, Constant, après avoir combattu le boulangisme,
un coup à droite, se dresse face au socialisme, un coup à gauche. Car en 1889, alors que se tient l'exposition universelle, un congrès socialiste international s'est réuni à Paris. Organisé par les guédistes, les blanquistes et la fédération des syndicats, le congrès fonde la Deuxième Internationale. Il adopte aussi le 1er mai comme date pour une manifestation internationale des travailleurs, qui devra se répéter chaque année dans tous les pays. La journée de travail de 8 heures figure en tête des droits revendiqués. Bien qu'interdit et malgré les menaces, le 1er mai 1890 est un succès. L'année suivante, Jules Guesde conduit la manifestation à Paris. Ce jour-là, des incidents éclatent à Clichy, à Roanne, à Lyon, à Saint-Quentin, à Charleville. À cette même époque, les officiers de l'armée française expérimentent une nouvelle arme, une merveille, le fusil Lebel. Il y avait dans Fourmi et la région une centaine d'usines. 83 dans la région immédiate de Fourmi. Et ces usines étaient à la fois des usines de peignage, car on recevait ici les balles de laine directement d'Australie. Elles arrivaient en balles, sous forme de toison, et elles en sortaient sous forme de tissu. Car on les peignait, on les cardait, on les filait, on les tissait dans les usines, les différentes usines de Fourmi. Je suis petit-fils et fils d'ouvriers textiles. Mon grand-père était tisseur, mon père était fileur. Et les métiers que vous voyez devant nous sont des métiers qui fonctionnaient encore en 1914. Ce sont donc des machines que les ouvriers textiles de 91 ont connues. Aux événements de 1891, mon grand-père avait 22 ans, mon père en avait 5. D'ailleurs, malgré son jeune âge, il avait des souvenirs très vivants de cet événement. Il se trouvait à proximité de la Sans-Pareil lorsque les gendarmes à cheval, qui étaient commandés par le lieutenant Julien, attaquèrent les piquets de grève qui empêchaient les ouvriers de la Sans-Pareil de rentrer. Mon grand-père, je vous l'ai dit, il avait 22 ans, il était tisseur. Il était issu d'une famille du Cambrésis, car à un certain moment, les tisseurs du Cambrésis qui travaillaient dans leur cave, sur des métiers à main, avaient été sollicités pour venir travailler à Fourmi dans les nouvelles usines textiles, où les salaires étaient un peu plus élevés, où on leur assurait quelquefois aussi un logement, et toute la famille de mon grand-père est venue s'installer à Fourmi, comme beaucoup d'ouvriers du Cambrésis. Je crois que c'est ce qui a fait dire à certains historiens, entre guillemets, des événements de 91, que ces gens du Cambrésis, ces Camberlots, avaient apporté ici les idées pernicieuses, étaient les meneurs qui étaient à l'origine de ces fameux événements de 1891. Pour préparer le 1er mai, le Parti ouvrier a envoyé dans le Nord un de ses principaux dirigeants, Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx. En avril, il anime plusieurs meetings à Fourmi et dans sa région, appelant les ouvriers du textile à se syndiquer. Le patronat de Fourmi, de son côté, s'est organisé devant la mobilisation ouvrière. Dans un manifeste signé par tous les industriels, sauf un, ils mettent en garde les ouvriers honnêtes contre les théories révolutionnaires des meneurs étrangers. Et devant les excitations criminelles des meneurs, ils menacent. Tout ouvrier qui ne paraîtra pas à l'atelier le 1er mai sera renvoyé. Devant les risques de désordre, la municipalité décide de faire appel à l'armée. Malgré